Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir, d'accueillir Laurence et tous les amis de Sens Commun au CDLR. Je ne voudrais pas vous décevoir d'abord avant de commencer, car vous avez devant vous un sénateur du Val d'Oise, et ce sénateur n'a jamais été Macron compatible. J'espère que ce n'est pas ce que vous attendez de moi ce soir, je ne pense pas, mais c'est vrai que lorsqu'on écoute des discours de certains de nos hommes politiques, éminents, et encore récemment, dire qu'on pourrait avoir des liens avec Emmanuel Macron et surtout la politique menée depuis maintenant plus de 3 ans, eh bien, je considère que c'est complètement fou. Et c'est ce monde de fous dans lequel nous sommes. Et je voudrais quand même vous dire que, selon moi, on n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et sa vision, la vision de l'homme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec un président qui explique à quelqu'un que son problème, c'est qu'un père est forcément un mâle pour vous? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec un président qui considère que la vision de l'homme, de la femme, c'est qu'il n'y a plus d'accouchement, il y a l'accouchement d'attention, que l'accouchement n'est plus une preuve de filiation? Et qu'est-ce qu'on peut avoir avec un président et un mouvement qui, encore jeudi dernier, élargit l'IVG, passe à 12 à 14 semaines? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec un président qui, en pleine session extraordinaire, au mois de juillet, en pleine crise Covid, en pleine crise sociale, fait passer une loi dite bioéthique qui permet l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, jusqu'avant la naissance d'un bébé, qui permet les chimères animales, qui permet en fait le transhumanisme, et derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache? Bien simplement, c'est l'argent. L'argent qui permettra de passer une commande d'un bébé, l'argent qui permettra de sélectionner les chromosomes, l'argent qui permettra de se soigner. Donc cette vision de l'homme, c'est pas du tout la nôtre. C'est pas du tout celle que j'ai héritée de mes parents, de mes grands-parents. C'est pas du tout celle de la civilisation judéo-chrétienne qui a fait la France. Donc cette vision de l'homme, nous n'avons rien en commun avec. Après, la vision de la France. Est-ce que M. Macron a une vision de la France? Puisque lui, la France, la culture française n'existe pas. Rappelez-vous, ça c'était avant les élections. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de citoyenneté française, puisque nous sommes citoyens européens. Comme s'il pouvait y avoir une nation européenne. Dans un pays où c'est l'État qui a fait la nation française. C'est complètement impossible. Comment peut-on se réclamer gaulliste en ayant ce genre de propos? Et là, on est complètement éloigné de tous ces discours sur cette France, en fait, qui est une non-France, puisqu'il explique qu'on est européen, et pourtant, on est bien français. On est français d'origine bretonne, d'origine picarde, de Corse, ou de Martinique ou de Guadeloupe, mais on est français, on a une culture française, on a un legs indivisible, on a reçu de nos parents, grands-parents, nos aïeux, et que l'on veut transmettre. Donc c'est pas question de la vision de la France du président, mais on n'a rien à voir avec ça. Et la vision de l'économie et de la société, je ne vais pas parler très longtemps, puisque on est là pour justement expliquer l'espoir pour la France, et c'est l'importance, effectivement, c'est de retrouver un espoir, une espérance pour la France. Là, en ce moment, nous vivons une période particulière où, après avoir déclaré son attachement à la souveraineté économique française, ils sont en train de déconstruire un des fleurons français de l'eau et des déchets, un groupe mondialement connu, qui s'appelle Suez. Et on va nous expliquer que les Chinois nous menacent dans la gestion de l'eau dans nos collectivités, et que pour ce faire, il faut que Veolia rachète Suez et démantèle Suez. Et en fait, la vision économique d'Emmanuel Macron, c'est une vision de banquier d'affaires. Et rappelez-vous quand même qu'il a passé quand même 4 ans avec François Hollande, dont l'ennemi c'était la finance. On peut dire qu'il s'est bien rattrapé, parce que c'est quand même assez étonnant de se dire qu'après un président comme François Hollande, qui voulait taxer les riches, qui voulait faire rendre gorge à la finance, on a un président qui a été 4 ans auprès de lui, qui a travaillé comme banquier d'affaires, et qui est en train, encore une fois, d'affaiblir l'économie française. Donc on n'a strictement rien à voir avec ce président, ce mouvement en marche, mais on ne sait vraiment pas où, qui est en fait un dangereux progressiste, et qui est un déconstructeur comme jamais nous avons connu.
Donc il est urgent de retrouver un chemin, une espérance, et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous ce soir et d'être avec Laurence qui va vous présenter eh bien, la soirée. Cher Sébastien, de porter là où tu es élu au Sénat, voilà, cette vision que nous avons en partage et d'avoir introduit cette soirée justement en rappelant que à l'origine d'un projet politique, il y a effectivement une vision de l'homme, une vision de la société qui l'anime et que c'est là-dessus que se fondent nos convictions. Ce soir, je suis heureuse d'accueillir parmi nous les élus aussi qui sont à nos côtés. Je pense à nos conseillers régionaux, conseillers départementaux qui sont là. Bienvenue Caroline, bienvenue Arnaud. Et puis tous ceux qui vont nous rejoindre aussi, on attend quelques parlementaires. Et chers amis, vous tous qui êtes là, je voudrais pour commencer cette soirée partir ou évoquer ce très beau livre de Sir Roger Scruton, de l'urgence d'être conservateur, de l'urgence. Bien sûr, parce que ici, ça résonne comme un appel à renouer avec le cœur battant de la droite et, je dirais plutôt, le cœur battant de la France. Celui qui aujourd'hui même est fragilisé et menacé, mais la France, malgré cela, ne mourra pas. Parce qu'il y a un instinct de conservation qui a inspiré la grande consultation que nous vous avons proposée et qui donne aujourd'hui naissance à un manifeste. Cette grande consultation, le conservatisme, un espoir pour la France, point d'interrogation, avions-nous indiqué lorsqu'elle a été lancée. Être conservateur en France, aujourd'hui, c'est quoi? C'est allier l'audace et la protection, la recherche de la réussite et le souci de tous et de chacun, la volonté de croissance et le respect de la nature. C'est la volonté de construire une société durable, basée sur l'amour de la France, de l'Europe, de notre civilisation, tu l'as rappelé Sébastien, et nos racines, nous garderont justement de toutes ces menaces totalitaires qui grandissent au-delà de nos frontières, comme au cœur de notre société. Alors, fragmenter, l'électorat de la droite aspire à se retrouver, à se structurer autour d'une pensée équilibrée, cohérente et généreuse. La droite que nous voulons est conservatrice. Pourquoi? Parce que c'est la France qui en a besoin, tout simplement. Entre le chaos et le néant, il y a bien une autre voie possible. Alors en ce sens, la droite doit être une idée neuve. Neuve si l'on considère la façon dont elle fut ostracisée durant ces longues décennies où il fallait être de gauche pour paraître moralement respectable. Neuve si l'on considère la manière dont cette idée fut réduite à une approche purement matérielle visant à défendre les privilèges des fortunés, tout en maintenant implacablement l'ordre public. Neuve enfin, si l'on considère la façon dont certains l'utilisent aujourd'hui pour qualifier la politique du président Macron, alors en raison du démantèlement de l'ISF, démantèlement partiel d'ailleurs, en raison de la remise en cause des privilèges acquis des plus modestes et des cadeaux fiscaux soi-disant faits aux grandes entreprises. Une idée neuve donc, lorsque la droite ose rappeler ce qu'elle est. Un courant de pensée, avant tout soucieux de tenir compte de la nature et du réel, très dubitatif par rapport à ce qu'on nous projette comme des progrès, par rapport à ce qu'on nous vend comme des améliorations, à l'égard aussi de toutes ces tentatives de construction artificielle d'un paradis sur Terre. Dubitatif, pourquoi? Parce que conscient de la fragilité des choses humaines, et en particulier de celles pour lesquelles nous avons un grand attachement, que ce soit la famille, la nation, la civilité,
la culture ou encore la civilisation. Un courant de pensée, la droite, dénonçant les menaces multiformes qui pèsent sur tout ce qui nous tient à cœur. Un courant de pensée qui porte son effort, son attention sur la conservation que nous avons à cœur aujourd'hui face à ces menaces, de mettre en lumière. Un courant pour lequel il ne s'agit pas pour autant de conserver pour conserver, par peur du changement, par phobie ou goût de l'immobilité, mais parce que ces réalités, en fait, donnent du prix à l'existence. Une idée neuve, pour autant que cette droite assume, sans complexe, la dimension conservatrice de sa démarche, à rebours de ce progressisme politique, économique et sociétal dont s'est toujours prévalu Emmanuel Macron. Une idée neuve encore, dès lors qu'elle réaffirme l'importance de l'autorité, tout en rappelant qu'elle seule permet l'épanouissement des libertés, et que tel est même son rôle naturel. Neuve aussi en ce qu'elle entend faire prévaloir l'intérêt de la France et des Français sur un nouvel humanisme dévoyé, qui définit l'ouverture des frontières comme une nécessité profonde, ou sur un intégrisme écologique, n'ayons pas peur du mot, qui finit par se transformer en anti-humanisme totalitaire. En somme, ce que nous appelons de nos vœux, c'est une droite sûre d'elle-même parce que sûre de ses principes et de ses idées, et en premier lieu de celle qui a toujours été au cœur de sa démarche politique, la défense de la cité, c'est-à-dire de la nation, dans sa liberté, dans son autorité, son identité et son existence. Dans sa liberté, autrement dit, dans sa souveraineté, que ce soit au regard des autres puissances, au regard de l'impérialisme abusif de certaines juridictions internationales ou de la prison des peuples qui est trop souvent devenue l'Union européenne quand elle est dirigée par une oligarchie de technocrates supranationaux. Dans son autorité ensuite, c'est-à-dire dans sa capacité à décider et à être obéi, sans que des territoires, des quartiers, comme on dit, ou des communautés aient le loisir d'échapper à la loi commune, à la loi valable pour tous, pour de mauvaises raisons, où se mêlent, il faut bien le dire, la veulerie, la repentance, la honte de soi et la peur du scandale. Et la triste actualité nous rappelle, pas quotidiennement, mais presque, puisque j'ai vu encore aujourd'hui qu'il y avait eu à Marseille une fusillade qui laissait une jeune fille entre la vie et la mort. Eh bien, c'est ça le véritable scandale. C'est ça le véritable scandale sur ce plan qui résulte justement de l'existence de ces zones grises, hors du droit, où ni la police ni la justice ne pénètrent plus. Le pouvoir qu'il faut rendre à la nation, c'est donc celui d'oser agir. Et en outre, d'oser mettre fin au malaise institutionnel. Et ça a été très très bien rendu dans la consultation dont on vous détaillera tout à l'heure les principes et les mesures. Ce malaise institutionnel qui procède de l'étionnement de la responsabilité politique de nos dirigeants. Avec son autorité, avec sa liberté et son pouvoir, la nation doit conserver ou recouvrer son identité, notamment culturelle, en réorganisant l'apprentissage de ce qui nous lie et de ce qui nous relie aux générations précédentes. La transmission de l'héritage reçu, dont nous ne sommes que les dépositaires. La transmission de la connaissance de notre histoire, de nos racines chrétiennes, de notre langue, de nos traditions et de nos principes. Et ce même souci doit nous conduire à repenser en profondeur les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire national, à l'accès à la nationalité française également, et à l'exigence d'une assimilation réelle. Au fond, cette démarche, elle consiste bien à affirmer ou à réaffirmer qu'il existe une identité nationale et une culture française, comme tu le disais tout à l'heure. Elle exige aussi
de redire le rôle de la cellule familiale de base, voilà, la famille, et d'oser en tirer les conséquences, toutes les conséquences, celles que nous, les élus locaux, nous voyons précisément quand ça dysfonctionne. Tirer aussi toutes les conséquences pour réaffirmer la nation dans son existence. Ça impose quoi? Ça impose de recoudre le tissu qui se déchire. Ça impose de retisser un sentiment d'appartenance pour former une nation. Une nation qui est fondée sur des souvenirs, sur des affections communs, mais aussi sur ce que Renan appelle le plébiscite de tous les jours, supposant des projets communs. Alors une écologie intégrale sous-tend cette approche conservatrice. Elle inclut l'homme et la nature, tout en rappelant qu'il faut apprendre à respecter l'environnement dans ses différentes dimensions, y compris esthétiques. Et ça, c'est un point auquel vous avez aussi été très sensible pour avoir une approche d'une écologie qui soit cohérente, qui soit environnementale, qui soit humaine et qui soit esthétique. Donc une écologie intégrale qui met en avant deux des fondements de la pensée de droite, la conscience du temps tout d'abord, de la longue durée, en rappelant que c'est sur ce plan que se situe l'aventure humaine. Donc conscience du temps, et puis également préservation de la nature et du destin de la cité. C'est la nature de l'homme qu'il s'agit aujourd'hui de préserver. Réduit par les antispécistes, on l'a vu durant l'été, à n'être qu'un animal parmi d'autres, promis par les transhumanistes à une humanité augmentée. On l'a vu aussi cet été à travers la révision des lois de bioéthique, où ne subsisteraient que les plus beaux, les plus forts. Eh bien, l'homme du XXIe siècle doit se rappeler que les limites protègent notre liberté. Ces convictions qui distinguent la droite aussi bien de la gauche que des contrefaçons qu'on a vu fleurir ces dernières années, eh bien la droite de civilisation et de conservation, comme j'aime à le dire, n'a pas à en rougir. Ce dont elle pourrait rougir, ce serait de les laisser encore végéter, de les abandonner dans un coin, au motif que les vrais combats, que les vrais problèmes seraient ailleurs. Et en définitive, de renoncer à les appliquer. Souvenons-nous de Marx. C'est peu fréquent que je cite Marx. Marx qui disait au XIXe siècle que le rôle des idées, c'était de transformer le monde. Eh bien, notre rôle, à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas de transformer le monde, c'est de conserver l'essentiel. Ce qui donne du prix, ce qui donne de la beauté à l'existence, de la grandeur aussi à la construction commune, des points de repère et des directives pour avancer, à n'en pas douter, pour avancer, pas pour rester figé ou immobile. Mais pour cela, encore faut-il que ces idées soient transcrites en actes, c'est-à-dire aux différents niveaux de l'État et des collectivités territoriales, en programme, en proposition, en politique. Et dans notre monde contemporain, secoué, on le sait bien, par des mutations dramatiques et désordonnées, eh bien la décision de maintenir apparaît aujourd'hui comme un droit, comme un choix vital. Si l'on ne veut pas être balayé par la tempête, broyé par des pressions qui se réclament du progrès, mais qui nous menacent, individus ou collectivités, dans notre être le plus intime et dans nos libertés. Alors à la fin du XVIe siècle, souvenons-nous d'un certain Guillaume le Taciturne aux Pays-Bas, quand les Pays-Bas s'enfonçaient dans une crise qui aurait pu être mortelle. Guillaume le Taciturne proposa une formule qui, 2 siècles et demi plus tard, eh bien, devint la devise du pays. Je maintiendrai. Maintenir, c'est un impératif. Il pourrait servir de base, il pourrait servir même de devise à une droite qui, aujourd'hui, confrontée
au mirage frelaté de la mondialisation heureuse et de la société liquide, eh bien, entend garder les yeux ouverts. Car maintenir ou conserver, ce n'est pas un retour vers le passé, mais c'est au contraire une lucide démarche d'avenir. Voilà, maintenir. Parce que nous le croyons, nous le savons, c'est cette approche réaliste qui est à même de fédérer, qui est à même, dans un élan partagé, de fédérer tous les Français qui ne se reconnaissent pas ou qui ne se reconnaissent plus dans ce monde que leur bâtissent des idéologues et qui s'inquiètent du sectarisme avec lequel ces derniers entendent imposer leur conception. Cette majorité silencieuse, c'est vous, c'est nous, c'est ces Français de toutes classes, de tout milieu, de toute région, qui savent que les temps à venir seront rudes, mais ils y sont prêts, nous y sommes prêts, car nous ne voulons pas mourir. Et le conservatisme, cœur de la droite, sera cette idée neuve qui les rassemblera, qui nous rassemblera. Et c'est sur ce socle d'idées claires que la droite en miettes doit se bâtir, sous peine de faillir à une mission qui aujourd'hui est une mission historique. Et c'est ce à quoi nous décidons de nous consacrer, en appelant tous les Français de bonne volonté à y participer avec courage et avec amour de la France, avec vous et avec nous. Merci. Alors il est venu ce temps de la restitution, et j'appelle maintenant Philippe, responsable du pôle élu. Voilà. Du pôle études, pardon. Du pôle études, on est fatigué. Responsable du pôle études en binôme avec Charles-Édouard, voilà, pour vous faire ce compte-rendu de la consultation. Merci Laurence. Donc il est temps d'entrer maintenant dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus et chers amis, en effet, à l'heure où la droite française a l'impérieuse nécessité et devoir de se renouveler, où elle cherche à retrouver une base solide, une ligne politique claire, une crédibilité dans l'opinion, alors qu'elle doit se montrer ferme et courageuse, car ce qui est en jeu, ne nous trompons pas, ce n'est pas la survie de la droite, c'est la survie de notre nation et de notre culture millénaire. Or, à ce moment-là, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Eh bien, nous voyons du bougisme. D'ailleurs, vous l'avez très bien, merci monsieur le sénateur, montré ce que c'était que le bougisme de monsieur Macron et de ceux qui l'accompagnent dans l'exercice aujourd'hui du pouvoir. Un bougisme dangereux et faux. Qu'est-ce qui traduit ce bougisme? Non, on le sent implicitement et on le voit explicitement. C'est la manifestation d'un déséquilibre de fond. Vous savez, quand on est en train de se casser la figure, instantanément et instinctivement, on a tendance à accélérer le mouvement pour retrouver l'équilibre qu'on ne retrouve pas, et à la fin, on finit par se casser la gueule. C'est-à-dire qu'accélérer le mouvement ne permet jamais de rétablir l'équilibre. Très récemment, vous l'avez peut-être lu, un tweet, pour le moins étonnant, nous annonçait que nous devions rapidement, vite, quitter l'arrière-garde pour rejoindre l'avant-garde. Parce que l'arrière-garde, mon Dieu, quelle pitié. Et ce tweet s'adressait à la droite. Bien, mes chers amis, ce soir, je vais vous dire une chose, avant d'aborder le résultat de notre consultation. Parce que cette consultation illustre ce que je veux vous dire. Ce soir, cette question d'avant-garde ou d'arrière-garde, nous la récusons formellement. Et ceux qui voudraient faire pression sur nous en utilisant cette comparaison tombent à côté. Cette distinction, elle est dépassée, elle est vieillotte, elle est poussiéreuse, elle est inactive, elle est fausse autant que facile. Cette distinction entre l'avant-garde et l'arrière-garde, elle sent la vieille politique, celle dont nous ne voulons plus, et celle dont les Français ne veulent plus, et ils ne cessent de le dire. Aussi, nous laisserons cette déplorable dispute finir là où elle doit terminer, parce que nous, mes chers amis, ce que nous voulons être dans un pays globalement abandonné par ses élites et ses gouvernants, dans un pays ballotté, menacé, blessé, c'est pas être l'arrière-garde,
c'est pas être l'avant-garde, c'est tout simplement être la garde. Oui, la garde. La garde, celle qui défend, qui protège et sécurise. Celle qui permet l'ordre et la concorde. La garde, c'est à qui on peut faire confiance, car elle ne disparaît pas au premier nuage, au premier orage ou au premier obstacle. La garde, celle qui est solide, car elle ne court pas de plus en plus vite après les chimères. La garde, c'est celle qui est fidèle. Tout le monde connaît la phrase célèbre à propos de la garde de Napoléon. La garde, c'est celle qui est toujours là quand on a besoin d'elle. La garde, c'est celle qui est courageuse, travailleuse, déterminée, et celle qui sait le sens des mots servir et bien commun. Alors, loin des querelles de clochers et des querelles d'ego, aujourd'hui, tous ensemble, nous voulons répondre aux attentes du peuple français et apporter cette sécurité et cet avenir qu'il nous demande. Alors, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons, sans moyens, sans argent, sans relais d'opinion, sans agence de com que l'on paye à grands frais, sans plumes célèbres, sans nom retentissant pour attirer l'attention des Français, nous avons utilisé le moyen le plus contemporain, le plus efficace et d'une certaine façon, en tout cas à ce stade, le plus démocratique, à savoir Internet. Ainsi, du 15 mai au 30 juin, pendant 6 semaines, en utilisant une plateforme numérique, que je suppose que vous avez tous visitée, nous avons proposé aux Français, avec ces maigres moyens, de prendre part à une consultation sur ce que nous avons osé appeler le conservatisme. Le conservatisme politique, un espoir pour la France. Comment est-ce que ça se présentait, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas? Des propositions concrètes, de mesures à mettre en œuvre, si on mettait en œuvre une politique conservatrice, et en illustrant les principes que Laurence, ou vous, monsieur le sénateur, avez parfaitement déployés tout à l'heure. Ces principes, ils étaient proposés, pardon pour l'anglicisme, à être likés. Je pense que maintenant tout le monde a adopté le langage. Donc être aimé. Et si il y a eu 5000 participants, qui encore une fois, quand on compare à d'autres types de consultations ayant des moyens considérables, est un très bon résultat. Non seulement 5000 Français se sont exprimés, mais nous avons recueilli 240 000 likes. Ce qui veut dire que ceux qui se sont manifestés, ceux qui se sont sentis interpellés, concernés par cette question, l'ont fait à fond, comme font toujours les choses les conservateurs. Ils sont allés visiter l'ensemble des propositions. Et comme il était également possible de faire soi-même ses propres propositions, certains internautes sont revenus une deuxième, puis une troisième fois pour voir ce qui avait été proposé ultérieurement, pour pouvoir à nouveau donner leur avis. Et ces 240 000 likes sont précieux pour nous, car ils manifestent à la fois ce qu'attendent ceux qui se reconnaissent dans le conservatisme politique, mais également ils manifestent l'intérêt réel et profond de ceux qui se sont ainsi manifestés. Nous avons pu recueillir ainsi 1153 propositions. 1153 propositions qui se répartissaient sur 9 thèmes, on y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on peut retenir de ces 1153 propositions, c'est qu'elles étaient extrêmement variées. Et le principe que nous avions retenu était de ne faire aucune censure, sauf bien évidemment les propos qui seraient orduriers, insultants ou contraires à la loi. Et peu importe la façon dont ces propositions étaient exprimées, nous les avons laissées, afin qu'elles soient véritablement l'expression de ceux qui se sentaient concernés. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 1153 propositions, plus de la moitié, au total, émanent des internautes. Donc il ne s'agissait pas uniquement aussi d'aimer ce que disaient les autres, mais réellement de proposer des solutions, vues depuis ceux qui se manifestaient sur cette plateforme. Alors 9 thématiques ont permis d'organiser évidemment cette consultation, car il faut le faire de façon organisée, sinon ça devient vite la foire d'empoigne et on ne peut rien en faire. Et donc ces thèmes étaient 9. Institutions politiques, services publics, protection de la nature, solidarité locale et familiale, économie, emploi, recherche, éducation, culture, mondialisation, immigration. Bien sûr, c'est un choix,
tout n'y est pas. Ce qui est intéressant, et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que nous souhaitions aussi, à travers ces différents thèmes, montrer, et c'est ce que nous ferons demain, que les conservateurs n'ont pas des choses à dire uniquement sur l'avenir de la famille en France. Que les conservateurs n'ont pas uniquement quelque chose à dire sur les sujets qu'on appelle commodément sociétaux depuis la discussion sur le loi Taubira. Que le conservatisme est une pensée cohérente et complète qui permet d'envisager l'ensemble des sujets qui font que nous vivons dans une cité, en société. Nous avons dû évidemment sélectionner des thèmes de telle façon à ce que nous puissions concentrer nos efforts de réflexion collective. Puis, après ces 6 semaines qui ont permis de recueillir des résultats, je ferai simplement une toute petite parenthèse pour dire que, et je ne vous infligerai pas les résultats chiffrés qui seraient trop longs à voir, parce que toutes ces consultations ont un biais, évidemment, qu'on comprend très vite, c'est que les propositions qui arrivent en fin de parcours de la consultation, mécaniquement, reçoivent moins d'approbation que celles qui sont proposées dès le premier jour. C'est un simple effet mécanique, donc c'est à prendre, cette consultation et ses résultats, dans son ensemble. Et donc nous avons fait ensuite un travail d'analyse et de synthèse de ces propositions afin de pouvoir rédiger un document que nous appelons le manifeste du conservatisme. Et j'insiste sur ce point. Ce document est un document politique collaboratif. Et je trouve intéressant, et vous le partagerez avec moi, que ce soit les conservateurs qui osent utiliser le système qui permet justement de faire collaborer les électeurs, les citoyens, à l'élaboration des solutions que nous voulons apporter aux problèmes que traverse la nation française. Quels sont les 5 piliers de ce manifeste? Quels sont les 5 piliers de ces principes conservateurs et de ces mesures conservatrices que nous voulons proposer? Ces 5 piliers, le premier, c'est recevoir. Recevoir, vous l'avez très bien dit, car nous ne sortons pas du néant. Nous sommes, avant toute chose, c'est notre condition naturelle, nous sommes des héritiers qui héritent sans mérite. Et donc, le premier principe, c'est savoir recevoir ce que ceux qui nous ont précédés nous ont apporté et donné. Le deuxième principe, mes chers amis, il faut oser l'utiliser lorsqu'on fait la politique, c'est aimer. Aimer, c'est-à-dire que rien ne se construit, nous le savons, durablement, sans amour. L'amour de la patrie, l'amour de sa province, l'amour de son métier, l'amour de sa famille, etc., etc., etc. Sans amour, rien ne se fait de grand. Et nous nous prétendons à la grandeur, parce que la France est grande, et que nous voulons lui restituer sa grandeur. Le troisième pilier de cette consultation, c'est protéger. Car nous savons la fragilité de l'existence humaine et de la nature où elle s'épanouit. Et nous sommes extrêmement conscients que ce qui a mis si longtemps à être construit peut être détruit en quelques instants. Et c'est pour cela que nous voulons protéger ce que nous avons reçu et ce que nous aimons. Mais le quatrième pilier, tout aussi important, c'est améliorer. Parce que ce qui nous intéresse, pour la sécurité et la prospérité de notre cité, ce n'est pas ce qui est nouveau, mais c'est ce qui est mieux. Et c'est ce qui fait une des différences fondamentales avec les pseudo-progressistes. Enfin, le cinquième pilier de cette consultation et des résultats qu'elle nous donne, c'est évidemment transmettre. Car nous sommes inscrits dans le temps, et nous sommes, nous, les conservateurs, véritablement tournés vers l'avenir. Parce que c'est pour ceux qui nous succèdent que nous nous investissons, que nous travaillons, que nous aimons, que nous protégeons. Ce n'est pas pour nous, pour une jouissance facile, immédiate et individuelle. C'est véritablement parce que nous avons le sens de la durée, et nous avons le sens du collectif, et nous avons le sens de l'avenir, et que donc si nous recevons, nous aimons, nous protégeons, nous améliorons, c'est pour pouvoir transmettre. Je vous disais tout à l'heure, donc on n'y reviendra pas, donc plus de la moitié des propositions étaient issues des participants, donc il a aussi traduit un véritable intérêt et une véritable appétence en fait pour cette consultation et pour cette capacité à exprimer une pensée politique cohérente. À travers les 9 thèmes qui ont été abordés, on a pu trouver des tendances, puisque ces thèmes, à l'intérieur des thèmes, dans les propositions qui étaient faites, pouvaient se réunir dans des tendances.
Et ces tendances, elles disent effectivement ce qui parcourt, ce qu'on a au cœur et dans les tripes lorsque l'on se reconnaît dans le conservatisme. La première, eh bien écoutez, c'est la souveraineté. Ce sont même les souverainetés. Et donc cette question de la souveraineté, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle soit locale ou nationale, elle est représentée dans 26% des propositions, des 1153 propositions que nous avons recueillies. Le deuxième sujet, c'est le sujet des finances publiques et qui traduit effectivement une inquiétude forte, et nous le savons bien sûr, de l'état de nos finances, puisque nous sommes précisément, nous, tournés vraiment vers l'avenir et nous nous inquiétons de l'état des finances de la France. Et donc, 15% des propositions tournaient autour de la question des finances publiques en France. Et puis juste après, la nature et le bien commun, qui sont bien sûr du même ordre et la même chose d'une certaine façon en ce qui concerne la nature. 14% des propositions qui ont été faites tournent autour des questions, j'évite d'utiliser le mot écologie, qui aujourd'hui a été largement, je dirais, phagocyté par la pensée de gauche, bon, mais en tout cas tout ce qui tourne autour de la préservation de la nature, également à recevoir, aimer, améliorer, protéger et transmettre, et autour du bien commun. La question des réformes. Et oui, mes amis, c'est pas parce qu'on est conservateur qu'on n'a pas envie de réformer. Non, non, je suis désolé. Conserver ne veut pas dire conserver l'existant. Ça, c'est l'acceptation ordinaire quand nous parlons dans le métro ou sur la place du village. C'est ça, oui, conserver l'existant. Non, la pensée politique conservatrice ne veut pas conserver l'existant. Elle veut au contraire réformer, garder ce qui est bon et réformer ce qu'il faut. Et enfin, la cinquième tendance forte, donc l'ensemble représentant 77%, ce sont les questions de subsidiarité, là aussi, comme nous trouvons bien sûr les questions de liberté et de subsidiarité en filigrane tout le long des résultats. Alors je vous propose que l'on passe à ces propositions, ces grands thèmes que je vous disais tout à l'heure. Bon, on va là aussi pas passer trop de temps sur les chiffres, puis les chiffres on peut se les procurer et les échanger, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que 3 thèmes représentent, donc ça fait, ce sont des thèmes, dans lesquels nous avons fait des propositions et recueilli des propositions. 3 thèmes représentent près de la moitié des votes. Les institutions politiques pour 21%. Ça veut dire que nous sommes collectivement conscients qu'il y a un sujet autour de nos institutions politiques. Puis suivent à égalité. Donc ça c'est plutôt, je dirais, sur la vision du long terme de ce qui structure notre vie de la cité, notre vie de citoyen. Et puis, une question extrêmement, je dirais, d'actualité qui véritablement mobilise ceux qui se sont exprimés, c'est la question de l'immigration. Ce qui veut dire que si on ne traite pas cette question pour les amis qui se sont manifestés, eh bien, on ne traite pas le problème aujourd'hui qui se présente à nous. Et avec, à égalité, un sujet de fond qui représente ce que nous sommes profondément, c'est que nous pensons qu'une société, une cité est d'abord fondée sur les solidarités, et non pas bien sûr la solidarité, principe général qui trouve bien sûr toujours des difficultés à s'appliquer concrètement, mais les solidarités, notamment bien sûr familiales et locales. Voilà, ensuite vous avez les chiffres et on ne va pas s'attarder pour ne pas y passer toute la soirée. Alors, nous avons donc ensuite regroupé toutes ces propositions selon les thèmes que je vous indiquais à l'instant. Alors, on va les balayer, parce qu'au total, nous avons recueilli et retenu 106 mesures. Alors, je vous donne le chiffre, pourquoi? Parce que, vous voyez, il n'y a rien d'artificiel dans ce qu'on a fait. On aurait voulu faire un truc artificiel qui fait plaisir aux yeux, on aurait dit 100 propositions, ou 110, vous voyez, ou les 100 premiers jours du président conservateur que nous appelons de nos voeux. Et là, le travail aurait eu un caractère artificiel. Et nous avons voulu conserver ce qui fait une des qualités de cette consultation, c'est qu'elle est populaire. Et donc, en fait, en réalité, nous avons retenu, en rapprochant les propositions les unes des autres, 106 mesures qui viennent mettre en œuvre les principes que nous avons soumis à approbation par ceux qui participaient à cette consultation. Dans la partie institutions politiques, comme je vous disais, s'expriment des sujets autour de la subsidiarité de manière très très importante, puisqu'un quart des internautes l'ont fait, des questions autour du droit français, des questions autour des propositions et des mesures autour des réformes générales des institutions, des questions bien sûr, vous l'avez entendu tout à l'heure, autour de la souveraineté, qui se sont beaucoup exprimées dans cette partie-là,
Et puis des questions aussi sur les dépenses publiques qui sont particulièrement exprimées à cet endroit-là. Alors, je ne vais pas vous lire, bien sûr, les 106 propositions, puisqu'on vous les remettra un petit peu plus tard, lorsque ce document, qui est encore à l'état, je dirais, pas très marketé, vous voyez, donc c'est vraiment un travail pour l'instant purement un outil de travail pour nous. Si je prends quelques exemples de mesures donc, concrètes qui permettent de dire que l'État doit se centrer sur ses fonctions régaliennes et stratégiques au service des Français, comment? Eh bien, par exemple, ce que proposent ceux qui se sont manifestés, eh bien, c'est, exemple, supprimer la mesure qu'on appelle le rappel à la loi et sanctionner dès la première infraction en prononçant des peines réelles. Voilà une mesure concrète que proposent ceux qui se reconnaissent dans la pensée et dans la pratique politique du conservatisme. Autre exemple, interdire le syndicalisme dans la magistrature, comme c'est déjà le cas dans d'autres corps de l'État, comme les armées ou le corps préfectoral. Donc nous avons un certain nombre de mesures, oui, très concrètes, que vous retrouverez plus tard, de telle façon à renforcer le rôle de l'État en tant qu'État régalien et stratège. Si on prend la subsidiarité, c'est-à-dire plus les décisions sont prises près des citoyens, plus elles suscitent d'adhésion et de confiance, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, eh bien, nous suggérons qu'il faudrait, dans l'avenir, restructurer dans le principe, en appliquant le principe de subsidiarité, l'intégralité de l'organisation territoriale de la France qui s'est faite, quoi qu'on en dise, et malgré les états généraux de ci, de là, c'est toujours faite de haut vers le bas, en imposant des contraintes, des cadres, des volumes de population, une contrainte géographique, et jamais en partant du bas vers le haut. Si l'on prend la question, par exemple, de l'autorité dans les institutions politiques, parce que la confiance, quand elle est méritée, eh bien, elle confère la stabilité aux institutions. Nous pensons collectivement qu'il faut que l'autorité soit en haut pour les gouvernants et les libertés le plus possible pour les citoyens. Et par exemple, une des mesures proposées, c'est de revenir au septennat renouvelable une fois. Ou bien instaurer un quorum de 2/3 d'élus, quelle que soit l'assemblée considérée, pour valider une décision, pour voter une décision, pour éviter que des lois aussi graves que celles que nous connaissons soient votées par 24 personnes à 2h du matin. Nous proposons aussi, je ne veux pas résister au plaisir de le dire et de vous le partager quand même, supprimer le Conseil économique et social et environnemental, dont on sait bien qu'il coûte cher et ne sert à rien, et que loin d'être une institution indépendante, il est aux ordres de Matignon, et nous l'avons très bien vu en temps voulu il y a quelques années, et attribuer ses attributions, qui sont importantes et utiles, au Sénat. Alors, sujet suivant, thème suivant, la question des services publics. Quand je vous dis que c'est encore un document de travail, l'ordre n'est pas tout à fait le même que ce qui est ici, donc je fais un peu du direct. Sur la question des services publics, nous pensons que concrètement, ce qu'on appelle un service public, qu'est-ce que c'est? C'est là où l'initiative privée manque pour un besoin d'intérêt général, alors les services publics doivent prendre le relais au plus proche des Français. Et alors concrètement, les propositions qui sont faites, il y en a plusieurs, je vais vous en donner par exemple une, de conserver le statut de fonctionnaire d'État qu'aux seuls agents en charge de missions régaliennes ou stratégiques. Autre exemple, encourager le partenariat et aller bien plus loin dans le partenariat public-privé, quand on se souvient que près de 3000 lits privés en réanimation sont restés non utilisés pendant toute la période du confinement lié au Covid-19. Ou sur les services publics, la question du financement ou de la pseudo-gratuité. Vous vous rappelez de M. Hollande disant c'est gratuit parce que c'est l'État qui paye. Donc notamment en termes de santé, par exemple, la gratuité, mais dans tout terme de service, il y a toujours quelqu'un qui paye. Tout service a un coût. Donc, par exemple, si on veut diminuer ses coûts, si on se pense aussi dans la question du coût des services publics, eh bien, ramener la taille du secteur public en France à celui dans les pays comparables en Europe. Ou établir l'universalité de l'impôt sur le revenu. Ou garder un système de solidarité solide et juste en luttant contre la fraude aux prestations sociales, par exemple grâce à des cartes vitales biométriques. Sujet suivant, la mondialisation. À l'échelle du monde, les intérêts de nos nations sont prioritaires. Les conservateurs nous le disent, nous ne voulons pas que la France soit systématiquement le parent pauvre lorsqu'il s'agit
de lutter dans le cadre de la mondialisation. Sans frontières, il n'y a pas de démocratie, ce sont les limites qui protègent. Parce qu'il n'y a plus de territoire sur lequel se construit un pacte social. Et donc, par exemple, les internautes ont proposé de rétablir de vrais contrôles aux frontières nationales, tant que les frontières européennes ne sont pas efficaces pour lutter contre l'immigration illégale, la menace islamique ou l'importation de produits qui ne respectent pas les règles que nous nous imposons, soit en France, soit en Europe. Même chose pour le cadre européen, notre nation est souveraine, et pour les internautes et pour les conservateurs, il n'y a pas d'Europe souveraine, il n'y a pas de peuple européen, et donc il n'y aura pas d'ailleurs d'armée européenne. L'Europe ne peut intervenir que pour faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul. Donc faire de l'Europe, c'est une proposition, une Europe non souveraine, composée d'États souverains qui coopèrent entre eux, d'accord, et garantir que la défense restera une prérogative nationale, car c'est une des prérogatives de la souveraineté nationale. Ou réformer les traités fondamentaux de l'Union européenne pour remplacer les transferts de compétences en délégation de compétences. On avance peut-être. Alors, si on prend le sujet de la protection de la nature, la protection de la nature, c'est souvent vu par nos amis sous l'angle de l'éthique, bien évidemment, puisque la nature, nous savons, elle est une, qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit humaine, on ne peut pas la dissocier, ça s'appelle de l'idéologie. C'est ce qu'on appelle de l'écologie réelle, en opposition à l'écologie idéologique. Donc les propositions sont plutôt de nature éthique, avec des mesures environnementales fortes, pour 30%, et beaucoup de questions, beaucoup de propositions autour du sujet de la transition énergétique. Alors si je prends quelques exemples donc de cette écologie réelle en alternative une des propositions qui a été le plus likée, c'était il faut désidéologiser, pardon pour ce mot affreux, l'écologie. Voilà, on appelle l'écologie réelle. Par exemple, remplacer dans la Constitution le principe de précaution par un principe de prudence. Une pratique ne peut être interdite que s'il n'y a pas de solution efficace pour la remplacer et si sa dangerosité n'est pas scientifiquement prouvée. Ou bien développer plus loin encore la recherche sur les énergies renouvelables et pas simplement l'éolien, des énergies à production locale et à utilisation locale, de telle façon à ce qu'on les rende compétitives et qu'elles s'extraient progressivement du soutien financier des collectivités et notamment de l'État. Bien évidemment, une écologie qui ne se fasse pas contre l'homme, et notamment une écologie qui soit esthétique. Parce que l'esthétisme, c'est précisément une dimension de l'homme, et qu'une écologie qui ne serait pas esthétique serait contre l'homme. Donc par exemple, interdire les panneaux publicitaires électroniques d'affichage qui se multiplient à vitesse grand V dans nos villes. Ou bien stopper la prolifération d'éoliennes qui massacrent nos paysages constitue un mensonge en matière écologique et une folie budgétaire plutôt au profit des vraies énergies renouvelables. Et bien sûr, symptomatique, interdire la chasse et permettre de tuer un enfant un jour avant sa naissance. La folie de ces écologistes autoprogrammés. Une personne humaine n'est pas un objet qu'on bricole, ni une marchandise qu'on achète, ni un produit périmé qu'on jette. Donc par exemple, inscrire dans la Constitution française, bien sûr, l'interdiction de la marchandisation des corps et des manipulations sur l'embryon humain. Ou bien donner aux femmes enceintes la véritable liberté de mener à terme leur grossesse en leur apportant les moyens de la mener à terme plutôt que de faire pression sur elles pour qu'elles y mettent un terme. Conserver la distinction pour l'animal entre un objet de droit, ce qui est le cas aujourd'hui, et demain un sujet de droit, ce qui n'est pas le cas du petit homme que l'on peut tuer encore une fois jusqu'à sa naissance. Ou définir les secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle menace la liberté humaine et protéger cette liberté humaine par des lois adaptées à ce nouvel enjeu dont il nous faut nous saisir. Sur les questions d'économie, d'emploi et de recherche, fondamentalement, les propositions tournent autour de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre et de travailler, et de vivre d'ailleurs du fruit de son travail, en laissant se déployer les initiatives et l'innovation. Innovation, pas ce qui est neuf, ce qui est mieux. Donc par exemple, augmenter la durée légale du temps de travail et mettre fin aux 35 heures qui ont détruit notre économie.
Alléger réellement les charges des entreprises et simplifier la fiscalité. Instaurer une fiscalité favorable aux entreprises de secteurs stratégiques en cas d'investissement en France ou de relocalisation d'activités industrielles. Défiscaliser intégralement les heures supplémentaires et supprimer cet impôt qui s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fiscalité immobilière, qui est un impôt sur le patrimoine et non pas un impôt sur le revenu, et qu'on nous a présenté comme étant la solution à l'impôt que nous connaissons et qui est TONI, mais qui en fait repose sur le patrimoine que nous voulons transmettre et non pas sur le revenu. Et quand M. Macron se part des plumes du pan en disant qu'il a réformé l'IFS, il oublie de dire qu'en fait il fait peser sur le patrimoine l'intégralité de cet impôt. Sur l'emploi, beaucoup de propositions concrètes que vous retrouverez et qui vous rappelleront peut-être des politiques qui ont été menées par la droite à certaines époques. Supprimer les charges sur les emplois familiaux. On pense qu'il y a 1 million, il y a un gisement d'1 million d'emplois en France pour les emplois familiaux. Supprimer les charges sur les emplois agricoles. Alléger les charges sur les emplois cités hors métropole et grosses agglomérations. Revoir les normes et les charges excessives que l'on néglige pas pour les produits qu'on importe à bas prix, etc. On va continuer. Sur les solidarités familiales et locales, évidemment, vous ne serez pas surpris que les questions de famille durable, évidemment, mobilisent beaucoup les propositions, parce qu'on sait qu'une famille durable, c'est une société durable, et que attaquer la famille, c'est attaquer la société, et que quand la famille va bien, la société va bien, et donc la cité va bien. Donc beaucoup de sujets autour de la famille durable, de la fiscalité et de l'aide envers les plus fragiles. Et donc si je prends quelques exemples de mesures, eh bien c'est faire de l'aide aux personnes âgées une priorité de l'engagement du service civique étendu aux plus de 25 ans et favoriser leur maintien à domicile. Évidemment, protéger de manière radicale et immédiate la propriété privée en punissant l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier. Parce que ne nous trompons pas, ceux qui perdent, ceux qui se font spolier, c'est pas les riches dans ces cas-là, c'est toujours les petits qui ont économisé toute leur vie pour avoir une propriété privée, à eux une maison pour leur retraite, et c'est toujours eux qui se font spolier par ceux qui occupent sans droit ni titre et à qui on laisse le droit de rester, même si récemment, une affaire méga médiatisée a laissé croire que c'était le contraire, ça n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Protéger notre régime de retraite général, notre régime général de retraite en travaillant plus longtemps. Sécuriser les retraites en harmonisant progressivement les régimes de retraite publics et privés et en supprimant les régimes spéciaux. Calculer la retraite sur les 25 meilleures années de revenus et permettre l'accès à tous, par exemple, d'un régime complémentaire de retraite par capitalisation. Sur la famille, la mesure phare, et bien sûr, c'est la restauration de l'universalité des allocations familiales sans condition de ressources. Respecter le choix des parents, notamment dans le choix des congés parentaux, et ne pas imposer aux parents ce qu'ils ne veulent pas faire. Protéger constitutionnellement le mariage, comme l'union d'un homme et d'une femme. Ça s'est fait dans certains pays d'Europe, c'est possible. On peut l'inscrire dans la Constitution. Les questions liées à l'immigration, qui sont un sujet extrêmement prégnant, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'expression de ceux qui ont participé à cette consultation. Sur l'immigration, le premier point, c'est celui de la maîtrise. En effet, la protection de la nation exige la défense des frontières pour mettre fin à ce qu'on appelle un chaos, ce qui est un véritable chaos migratoire et qui n'exerce pas qu'en France, vous le savez. Car la France, comme toute nation, a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. Pour cela, un certain nombre de mesures sont proposées. Une des plus symptomatiques, c'est de supprimer le regroupement familial, y compris celui qui vise à faire venir les parents et la fratrie d'un soi-disant, généralement, mineur isolé. Ça peut être également abroger la circulaire Valls qui a donné instruction au préfet d'augmenter le nombre de naturalisations. C'est également supprimer l'aide médicale d'État, non pas sans rien faire, mais en mettant en place une dispense de frais limitée aux véritables urgences médicales. Enfin, nous osons dire, les conservateurs, qu'il faut supprimer le droit du sol. Le deuxième pendant de cette question de la maîtrise de l'immigration, c'est celle de l'assimilation, mot que nous revendiquons comme étant véritablement ce que nous voulons dire. L'immigration, qui est majoritairement en France de culture islamique, est aujourd'hui pour nous, vous le savez, un défi civilisationnel pour que la France reste de la France. Et que par exemple,
Nous réclamons des autorités publiques qu'elles vérifient réellement et sérieusement en France le degré d'assimilation d'un candidat à la naturalisation pour qu'on ne voit plus jamais dans les cérémonies à la préfecture un homme barbu accompagné d'une femme voilée 10 mètres derrière venir chercher son décret de naturalisation et alors qu'il ne prononce que 3 mots en français et le reste en turc. Et ça se produit tous les jours en France dans les préfectures. Et même exiger un serment de loyauté à la France de tout nouveau naturalisé, de loyauté à la France, à ses valeurs, à son histoire, à sa culture. Notre principe, nous le répétons, c'est que l'immigration légale est une injustice à combattre. Elle est une injustice pour le peuple français, elle est aussi une injustice pour les immigrés légaux qui demandent légalement à bénéficier soit au titre du droit d'asile, soit au titre de l'aide économique, et qui veulent s'intégrer, qui veulent s'assimiler. Eh bien, cette immigration illégale est une injustice à combattre par tous les moyens qui respectent également, bien évidemment, la dignité de l'être humain. Par exemple, appliquer réellement les décisions de reconduite à la frontière, expulser systématiquement tout délinquant de nationalité étrangère. C'est que 30% de la population dans les prisons appartient à une autre nationalité que la nationalité française. Clôturer les comptes et supprimer les versements de prestations sociales aux personnes en situation illégale ou soumises à une décision de reconduite à la frontière. Et également supprimer les subventions aux associations d'aide aux étrangers en situation irrégulière, qui sont véritablement le bras armé de cette immigration illégale, qui est une injustice sociale. On va passer après. Sujet suivant, le sujet de la culture. Il existe bien, cher Monsieur le Président, une culture française dont nous voulons être fiers. Nous sommes un pays avec une histoire, une géographie, des traditions. Et donc beaucoup de propositions ont été faites, naturellement, autour du renforcement, non seulement de l'identité, mais plus encore de l'identité, de la connaissance de ce qu'est l'identité française. Il ne s'agit pas de décrire ou de définir ce que c'est que l'identité française. Il s'agit aujourd'hui que les Français s'en empoitent, s'en occupent, la connaissent et se sentent, je dirais, imprégnés par cette identité. Ça passe par un certain nombre de mesures de différents types, comme par exemple engager une réelle réforme de la politique culturelle de l'État, et ce qui est un vaste programme qui inclut la réforme du ministère de la Culture, de l'organisation de cette politique culturelle, des budgets et de l'affectation de ces budgets aux politiques culturelles, et des financements abusifs d'associations qui sont en fait des associations à finalité politique. Dans la culture, il y a tout ce qui touche au mode de vie également. Notre culture est le ferment de notre identité. Sans enracinement culturel, il ne peut y avoir de projet politique réel. Nous proposons notamment de renforcer le poids juridique de la coutume française. Il y a des pays en Europe où la coutume a une valeur beaucoup plus forte que la loi, et ce renforcement de la coutume française est une façon de renforcer nos identités, qu'elles soient locales ou nationales. Protéger efficacement notre culture d'un islam conquérant, en sanctionnant les élus qui favorisent les pratiques islamiques. Et elles sont parfaitement identifiables dans le cadre de la loi. Interdire aux laïcs toute une uniforme islamique dans l'espace public. Et puis nous proposons aussi d'interdire réellement, et c'est extrêmement facile à faire, il suffit simplement d'une volonté politique, l'accès aux mineurs sur Internet à la pornographie. Là, on sait comment faire, un texte de loi est prêt, il faut maintenant le mettre en œuvre. Nous arrivons au point sur l'éducation. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et ça c'est un principe des conservateurs. Ils contribuent par leur investissement à leur autonomie et à leur sens des responsabilités. Nous demandons qu'on assouplisse la règle limitant à 20% le financement de l'enseignement privé sous contrat par l'État pour donner aux parents le vrai choix de véritablement choisir entre l'enseignement public et l'école privée sans être pénalisés en payant 2 fois par leurs impôts puis en payant l'école de leurs enfants. Nous voulons aussi qu'on garantisse la liberté pédagogique des établissements hors contrat au nom de la liberté des parents de choisir le mode d'éducation de leurs enfants, ce qui permettra aussi de stimuler par ailleurs le système éducatif dans son ensemble, car on sait qu'il n'y a que de la bonne concurrence en l'occurrence, et donc nous souhaitons que cette liberté pédagogique s'applique aussi aux établissements hors contrat. Les idéologies n'ont pas leur place à l'école. Les conservateurs ont proposé comme mesure d'interdire les repas de substitution dans les cantines scolaires, de supprimer l'enseignement des langues de culture dites d'origine, qui ne font qu'inclure et qui est en fait une véritable... qui empêche l'immigré, y compris légalement entré dans le pays, de véritablement trouver les racines de ce pays dans lequel il vit aujourd'hui.
Vérifier à l'école l'acquisition des savoirs fondamentaux par des tests notés. Et enfin, transmettre l'amour de la France, voilà, avec les éléments fédérateurs de l'histoire de France, avec quelques mesures très concrètes comme, mais elles ne vous étonneront pas, le lever des couleurs, le chant de la Marseillaise, ou la lecture d'un texte de notre patrimoine littéraire au moins une fois par semaine. Et une proposition intéressante aussi de mesure, c'est le service civique en seconde, à l'âge où se forme l'esprit et la pensée du futur citoyen. Enfin, une éducation, c'est aussi une transmission du savoir, qui est le cœur et la dignité du métier d'enseignant, et qui mérite une véritable reconnaissance sociale. Cela peut s'exprimer par des mesures qui sont proposées ici, comme donner au chef d'établissement la liberté de choisir ses personnels en fonction du projet d'établissement. C'est bien sûr revaloriser significativement les salaires des enseignants et envoyer les plus aguerris avec des mesures tout particulières dans les zones dites difficiles. Enfin, donner pouvoir aux directeurs d'école sur l'organisation de la pédagogie. Nous avons donc fait ensemble le tour, et je m'excuse, c'était un petit peu long, mais je pense que c'était important que vous ayez une vision de ce qui a été proposé. Alors bien sûr, dans l'expression, il y a des maladresses. Bien sûr, il y a des approximations. Bien sûr, il y a parfois des idées dont on pourrait dire, si on était méprisant, elles sont tartes à la crème. Mais c'est parce que nous avons voulu entendre le peuple français, parce que les Français se sont exprimés, et que nous ne nous sommes pas sentis le droit, investis de je ne sais quoi, de modifier, de corriger, de rendre plus respectables ces propositions. Alors certes, elles sont perfectibles, certes, elles ne disent pas tout, certes, elles ne couvrent pas l'ensemble du champ politique, mais elles disent clairement quoi ? Elles disent que ce n'est pas un catalogue de mesures dont nous avons besoin. Ce que nous voulons faire demain, c'est incarner dans la cité cette pensée conservatrice qui permet ce fameux vivre ensemble dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps sans jamais l'avoir défini. Oui, il y a des maladresses et il y aura des ricaneurs qui en font un métier de ricaner. Nous, ce que nous pensons, c'est que le conservatisme, c'est le cœur de la droite. Et c'est aussi un espoir pour la France. C'est le cœur battant de la droite. Parce que nous participons, nous contribuons à la réflexion sur ce qui fait le cœur de ce que nous sommes et de ce que nous voulons pour notre pays que nous aimons. C'est aussi le cœur parce que c'est autour de nous et de nos idées que nous proposons et que nous proposerons demain très largement, que nous proposons à nos amis à la droite dont nous faisons partie de réfléchir et de s'inscrire. Parce que nous voulons lutter contre un pseudo-progressisme. Pseudo parce que ce progressisme-là confond la nouveauté, comme je le disais, avec l'amélioration. Et ce pseudo-progressisme, Alexandre, si tu veux passer cette après, ce pseudo-progressisme, il s'exprime de trois façons, par une politique multiculturaliste, par une politique post-nationale, et enfin par une politique transhumaniste. Et ça, nous ne le voulons pas, et nous le refusons pour notre pays. Je conclurai en disant que nous avions posé la question aussi, que pensez-vous du terme conservateur ? Alors il faut aborder la question aujourd'hui, ce soir. Que pensez-vous du terme conservateur ? Eh bien pour 83% se sont exprimés, eh bien ils ne sont pas gênés par le terme. Pourquoi ? Parce que comme nous, ils ont compris qu'il y a un langage courant et qu'il y a un langage politique. Et que ce que nous voulons demain, c'est incarner cette pensée conservatrice, soclée, forte, courageuse et surtout, cohérente. Nous sommes au cœur de la droite parce que nous sommes au cœur de l'humain, parce que nous défendons l'humain. Nous défendons l'humain dans ses droits. Nous défendons l'humain dans sa dignité, que nous ne séparons pas de ses droits. Nous défendons l'humain dans sa vie naturelle. Nous défendons les natures, autant environnementales que la nature humaine. Nous sommes véritablement au cœur de la droite, et si aujourd'hui, être taxé de conservateur, c'est peut-être désagréable, comme disait Sir Roger Scruton, être taxé de conservateur, un jour ce sera une fierté, et nous aurons la fierté d'y avoir contribué, nous tous. Je vous remercie. Donc la présentation qui était le cœur aussi de notre soirée, de ce manifeste, de la consultation sur le conservatisme et de son incarnation dans un manifeste n'est bien sûr qu'une étape, on y reviendra ultérieurement. Et je voudrais maintenant, pour la dernière partie, céder la parole à Jean Helou, qui est au fond de la salle, et qui va vous parler d'une étape importante.
Bonsoir à tous, et bonsoir aussi à nos amis en live sur Facebook. C'est pas évident de passer après un Philippe exalté comme ça, mais je vais faire de mon mieux. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir, parce que cette soirée, elle vient couronner des mois et des semaines de réflexion, et qui ont été celles des jeunes qui se sont saisis de cette consultation. Et je me permets de commencer en remerciant chaleureusement Laurence, parce que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, depuis l'émergence de cette consultation, elle nous a accompagnés dans ce projet, nous, jeunes, qui se sont dit que ce conservatisme était une ligne idéologique fondamentale pour notre famille politique, et que nous avions ce véritable désir de nous en saisir. Les jeunes conservateurs, vous avez vu rapidement le logo avec cet arbre, ces racines dont parlait Philippe. C'est des jeunes élus, des jeunes collaborateurs d'élus, des jeunes militants des Républicains qui constatent qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'élection primaire, de l'élection présidentielle, du choix de notre future tête de liste à la présidentielle. Que le sujet central pour les ténors de notre famille politique, les Républicains, c'est le casting, c'est le visage. Alors que nous, on se dit qu'il y a un véritable enjeu sur la ligne politique. Et on le voit bien, on l'a vu avec cette consultation, l'engouement qu'il peut y avoir derrière une ligne politique claire. Je vais reprendre peut-être les points que tu as dit, Philippe, mais Emmanuel Macron aime beaucoup parler de nation. Pour autant, il n'aime pas vraiment le concept de frontières, mais sans frontières, la nation n'est pas grand-chose. Il aime beaucoup parler du peuple, mais il pense qu'il n'y a pas de culture française. Là encore, on ne peut pas aller très loin. Il parle beaucoup de liberté, mais il n'ose pas franchir le pas et responsabiliser nos territoires, nos collectivités territoriales, nos entreprises en les libérant de la pression fiscale. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit avec certains jeunes, dans la foulée de cette consultation, qu'on allait pas lancer un mouvement, mais développer une plateforme de jeunes qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de proposer, qui ont envie de débattre au sein de notre famille politique. Alors on va revenir sur le projet, s'il te plaît Alexandre, juste avant. Le projet c'est quoi? C'est d'abord de mettre le conservatisme au centre du projet des Républicains en 2022. Mettre le conservatisme sur la table. On n'est pas les seuls, vous voyez là, on est une salle bien remplie, limitée avec le Covid, mais on n'est pas les seuls à avoir envie de cette ligne politique claire. Il y a beaucoup d'écuries au sein des Républicains qui ont ce désir-là. J'ai vu Guillaume Carayon, des jeunes de Julien Aubert. Il y a évidemment les jeunes de Force républicaine de Bruno Retailleau, il y a évidemment les jeunes de l'Uni, il y a évidemment les jeunes de Droite de demain, un think tank membre des Républicains, et j'en oublie sûrement. Et donc les jeunes conservateurs, au-delà du désir de mettre le conservatisme sur la table et d'en débattre, on a le désir de se rassembler, de rassembler les membres des Républicains qui sont désireux de voir émerger une ligne politique claire. Donc notre équipe, je vous la présente rapidement, on s'est constitué un petit bureau de façon à se partager les tâches pour pouvoir avancer et proposer. Donc en un mot, peut-être je me présente, je suis Jean Helou, je suis élu dans le 16e arrondissement de Paris, en charge de la solidarité et des associations caritatives. Adrien Perrier, il est fondateur des jeunes de Force républicaine à Sciences Po. Clara, évidemment, vous la connaissez tous, elle est juste là. Tu peux lever la main. C'est la présidente des jeunes de Sens Commun. Elle le mérite. Alexandre, il est membre fondateur de Droite de demain. Alexandre Saradjian, niçois, qui nous regarde, et je le salue. Maximilien, il est collaborateur d'élu. Il a été collaborateur au Sénat, à la mairie du 5e et au groupe, à l'hôtel de ville de Paris. Bénédicte, elle a rejoint les Républicains au moment de la campagne des jeunes avec Bellamy. Elle s'est engagée avec ferveur en 2019 et elle veut poursuivre le travail avec nous. Et Florent Lombardo, il est conseiller national d'Oser la France, donc le mouvement de Julien Aubert.
Voilà un peu cette équipe. On a essayé de se structurer en fonction des talents, mais aussi en essayant d'avoir un représentant peut-être de toutes ces belles écuries qui à droite ont envie de porter cette ligne claire et de la mettre sur la table. On peut passer à la slide suivante. On a pour ça 2 marraines qui vont nous accompagner. Alors Valérie Boyer ne peut pas être là. Elle me demande de s'excuser auprès de vous. Elle aurait beaucoup aimé jusqu'au dernier moment, jusqu'à 15h. Aujourd'hui, elle devait être avec nous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Valérie Boyer, pourquoi est-ce qu'on a pensé à elle? Pourquoi on a ce duo de marraines complémentaires? Parce que Valérie, elle a été de tous les combats. Que ce soit lors de la campagne présidentielle, où elle a porté jusqu'au bout, et même après la campagne, la ligne claire de François Fillon en le défendant et en ne se lavant pas les mains de cette campagne qui s'est passée dans les conditions que l'on sait. Au moment des débats sur le mariage pour tous, elle était là. Elle n'avait pas ni sa langue dans sa poche, ni son vote à l'Assemblée nationale dans sa poche. Elle a été aussi, elle a parrainé Julien Aubert lors de la présidence des Républicains récemment, avec évidemment une grande appétence pour les questions régaliennes. Donc elle est à la croisée des chemins et aujourd'hui elle accepte de nous accompagner, de nous fortifier de son expérience et on en est vraiment très heureux. Elle nous recevra dans 15 jours au Sénat puisque désormais elle est sénatrice des Bouches-du-Rhône et non plus députée. Et puis évidemment Laurence était un choix tout à fait naturel parce que évidemment on se met dans la route cette consultation sur le conservatisme parce qu'on sent bien qu'on a besoin de cette ligne claire et puis parce que Laurence, avec Sens Commun et avec vous tous, eh bien ça fait des années que vous travaillez ce sujet de fond. Et donc on va avoir besoin de tout ce travail qui a été fait par Sens Commun, de tout ce qu'on vient d'entendre, pour proposer, pour débattre. Donc voilà nos marraines, on est très heureux d'être accompagnés. Sur la slide suivante, on s'est défini un petit socle. Alors c'est pas un programme politique, puisque notre ambition c'est pas de faire émerger un candidat à la présidentielle. Enfin je sais pas si Clara a envie d'être candidate, mais on va pas faire un programme politique complet. Notre ambition c'est vraiment sur des points précis, d'avoir une valeur ajoutée et dire à notre famille politique, aux figures politiques de notre parti, à notre futur candidat, voilà ce que la droite peut dire, voilà la droite que nous voulons et voilà la droite que les Français désirent. Ce socle, on l'a réparti donc en 3 points. D'abord, la promotion de l'écologie réelle. Ça vient d'être dit, donc je vais être très, très bref. L'écologie réelle, c'est l'utilisation raisonnée de la nature par l'homme et en même temps le respect de la nature humaine. C'est remettre l'homme au cœur du projet écologique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est plus seulement de réduire les émissions de CO2, mais c'est de se dire qu'on va se poser aussi la question du revenu des agriculteurs, de la souveraineté alimentaire de la France, de la beauté de nos paysages. Toutes ces questions-là, elles s'intègrent dans le sujet de l'écologie réelle avec cette dimension humaine dans le projet pour l'environnement. La deuxième dimension, c'est la culture française. N'en déplaise au président de la République. Nous désirons faire rayonner la culture française. La droite, sur l'immigration, a un discours plutôt clair. Maîtriser les flux migratoires. Eh bien, la vision conservatrice, elle vient compléter ces propositions-là. On vient le prendre par l'autre bout. On dit certes qu'il faut maîtriser les flux migratoires, mais aujourd'hui, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, je pense, il y a une fracture migratoire, avec des gens issus de l'immigration, des citoyens issus de l'immigration, qui parfois ne parlent pas français, qui souvent connaissent mal notre histoire. Eh bien, développons un projet pour la culture française, pour que ceux-là même, ces citoyens issus de l'immigration, qui parfois se sentent laissés pour compte, puissent faire le choix de l'assimilation. Et sur quoi on va s'appuyer? On va s'appuyer sur notre langue, évidemment, parce que c'est la base de parler français. On va s'appuyer sur notre histoire qui est riche. On va s'appuyer sur nos productions artistiques. On va s'appuyer sur nos traditions régionales et populaires. Et les relais, ça pourrait être, il faut en parler, on va en débattre tous ensemble, ça pourrait être les institutions qu'on a déjà. Aujourd'hui, on a mis en place le service civique. Eh bien, allons-y, jouons le jeu. Il y a évidemment les écoles sur lesquelles on peut s'appuyer, et ou encore le ministère de la Culture qui n'a plus, je crois, pour priorité la culture française, hélas. Et puis enfin, la libération régalienne. Alors ça, c'est un terme sur lequel on a beaucoup réfléchi et qu'on a décidé de vous exposer. La libération régalienne, c'est au fond le fruit de 2 mouvements d'ampleur nationale.
Un premier mouvement qui vise à dire on va recentrer l'État sur ses tâches régaliennes. La justice, la défense, l'éducation. Et on va le libérer, d'où le terme de libération, de ce qui est peut-être un peu lourd à porter pour lui et ce pourquoi il n'est peut-être pas le plus à même d'opérer. Et le deuxième mouvement, eh bien, c'est de responsabiliser nos territoires, de décentraliser, ou on peut parler de subsidiarité, c'est peut-être un mot plus joli, décentraliser des compétences à nos collectivités territoriales, au plus petit échelon possible. Nos collectivités territoriales, comme nos entreprises, comme tous les acteurs locaux. Voilà un peu pour notre socle, c'est vraiment très rapide, mais encore une fois, ce n'est pas un programme politique. Je ne sais pas si il y a une slide suivante, si, la méthode. La méthode, c'est quoi? Alors, on est juste des jeunes, on n'a pas de grands moyens, mais on a beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, et on va commencer par rencontrer nos élus. On a déjà eu une confirmation il y a quelques jours. Annie Genevard, la présidente du Conseil national des Républicains, va nous recevoir et elle voit d'un très bon œil notre démarche. Rencontrer des élus les Républicains, des parlementaires, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, pour leur exposer notre projet, pour les entendre leur expérience d'élus sur certains sujets, et en même temps leur mettre sous les yeux une réalité qui est celle qui a été exposée par Philippe lors de la consultation. Proposer, évidemment, il faudra mettre sur la table des mesures concrètes qui s'inscrivent dans cette vision d'ensemble conservatrice. Et puis surtout, c'est peut-être l'ADN de notre plateforme, créer des espaces de débat partout. La droite ne perdra jamais rien à débattre sur le fond des idées. Alors que ce soit ici, à la suite d'une conférence de je ne sais qui, que ce soit au fond d'un bistrot à Paris ou en province, notre ADN, c'est vraiment de créer des espaces de débat entre tous ces jeunes qui sont représentés dans le bureau, et on en a parlé, et il y en a d'autres, et ils ont envie de ce débat, parce qu'on s'enrichira. On s'enrichira de ce dialogue, on se contredira, mais à la fin, on proposera, et c'est tout le sens de notre projet. Je ne sais pas s'il y a une slide ensuite. Non, il n'y en a pas. Donc voilà, le projet des jeunes conservateurs, c'est ça. Il est tout frais puisqu'il démarre ce soir, devant vous. Donc, on va lancer, ça a dû être fait il y a quelques minutes, une page Facebook, une page Twitter, un site internet, etc. N'hésitez pas à mobiliser autour de vous. Dire que cette initiative existe, qu'elle a vocation à exister, elle a vocation... La cible, c'est un petit peu 2022. On a un an et demi pour mettre le conservatisme sur la table pour que notre candidat à l'élection présidentielle, notre sujet, c'est pas on est pour un tel ou on est pour un tel, loin de là, mais qu'il s'empare du conservatisme. Et pour ça, on a besoin de vous tous. Donc, on compte véritablement sur vous. Et si vous êtes là ce soir, on sait qu'on peut compter sur vous. Un grand merci de votre patience et de votre attention. Merci Jean. Écoutez, la partie publique de notre soirée s'achève maintenant. Donc je renouvelle bien les remerciements, et notamment à vous-même, monsieur le sénateur, et puis aux élus qui sont ici présents. On va faire une petite pause de 5-10 minutes.